Bonsoir et bienvenue à notre 11e et dernier mercredi découverte de la saison. Je me présente, Sarah Maranda-Gauvin, coordonnatrice des projets éphémères du Campus 1000. Pour moi, les projets éphémères, c'est un lieu de rencontre et de partage unique. C'est aussi un lieu où on a la chance de côtoyer une biodiversité tant animale que végétale qui est en constante évolution. Aujourd'hui, par exemple, en travaillant notre compost, on a trouvé un nid, probablement d'un type de campagnol. Plus tôt dans la saison, c'était avec une famille de pluviers kilzires qu'on avait appris à jardiner en cohabitant avec eux. C'est aussi un lieu où la mission universitaire se poursuit via différentes expérimentations, différentes recherches. Et c'est dans cet angle-là que notre nouveau partenaire Phytoaction s'est joint à nous pour cette saison 2020. Donc, avant de continuer dans la présentation de ce soir, je rappelle que quelques-uns de nos partenaires ont des offres de bénévolat, que ce soit pour contribuer à la fermeture des jardins ou aider les organismes dans leurs différentes missions hors du site. Vous pouvez m'écrire à projetéphémère1000@gmail.com. Donc, l'adresse est écrite dans les commentaires et je pourrai vous mettre en lien selon vos intérêts et vos disponibilités. Donc, je rappelle aussi que pour cette saison, en raison de la crise sanitaire, le site des projets éphémères était réservé aux jardiniers et aux apiculteurs et que nous avons très hâte à la saison prochaine de vous réinviter sur le site. Je souhaite prendre le temps de reconnaître que les projets éphémères sont situés sur le site de l'Université de Montréal, qui est situé là où, bien avant l'établissement des Français, différents peuples autochtones ont interagi les uns avec les autres. Nous souhaitons rendre hommage à ces peuples autochtones, à leurs descendants, ainsi qu'à l'esprit de fraternité qui a présidé à la signature en 1701 de la Grande Paix de Montréal, traité de paix fondateur de rapports pacifiques durables entre la France, ses alliés autochtones et la Confédération Haudenosaunee. L'esprit de fraternité à l'origine de ce traité est un modèle pour notre communauté universitaire. J'en profite pour remercier mes collègues de l'Université de Montréal, Marie-Ève Ouellette, qui répond à vos questions dans le chat, et à Émir Chouchan, qui supervise la plateforme technique. Merci. La semaine dernière, nous avons parlé des espèces envahissantes, plus particulièrement de la lierre avec la biologiste André Naud. Donc, l'enregistrement se trouve sur la page Facebook du Campus 1000, ainsi que sur la chaîne YouTube, si vous voulez visionner ou revisionner. Et ce soir, c'est avec Dominique Desjardins et Maxime Fortin-Flaubert de l'organisme Phytoaction que nous nous entretenons. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Alors, Dominique est cofondateur de l'organisme Phytoaction. Il est détenteur d'un doctorat en sciences biologiques de l'Université de Montréal. Ses travaux de recherche ont porté sur le rôle de la diversité végétale dans l'épuration des sols contaminés aux métaux lourds. Il occupe maintenant les fonctions de chargé de projet au Bureau d'écologie appliquée, où il développe une expertise en caractérisation des milieux naturels. Et Maxime Fortin-Flaubert est cofondateur aussi de l'organisme Phytoaction. Il est candidat au doctorat en sciences biologiques à l'Université de Montréal. Il est aussi boursier de la Fondation David Suzuki. Il a développé une expertise en traitement des sols contaminés, avec la particularité de jumeler le travail des champignons à celui des végétaux. Donc, avant de vous laisser la parole, j'aimerais rappeler de vraiment écrire vos commentaires, vos questions dans le chat. On aura plusieurs occasions durant la soirée pour y répondre ou pour rebondir. Et pour commencer cette soirée, là, je pense qu'on va commencer par poser les bases, à savoir une technologie, une phytotechnologie, c'est quoi? Alors, à vous la parole. Merci beaucoup, Sarah, pour l'introduction. C'est moi qui vais commencer la présentation ce soir. Donc, Dominique et moi, on présente quelques phytotechnologies. On ne va pas toutes les présenter. On va faire un court aperçu de ce que c'est les phytotechnologies. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça vous présenter qui on est. Donc, c'est qui Phytoaction? En fait, donc, Phytoaction, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2017 par des passionnés de phytotechnologie, bien entendu.
Donc, c'est l'initiative en particulier de Nicolas Berthaud qui se trouve à droite de l'écran, ingénieur de formation qui a complété une maîtrise en sciences biologiques. Puis ensemble avec Esther Lapierre, à la gauche, Dominique Desjardins, moi et Alexandre Lissignot, on est actuellement les 5 administrateurs de l'organisme. Puis, à l'origine, on était tous étudiants au cycle supérieur dans le domaine des phytotechnologies. Puis, en ce moment, ben, il y a juste moi qui est encore étudiant dans le groupe. Les autres ont tous gradué. Donc, nos projets d'études étaient tous axés sur une phytotechnologie, mais plus en particulier la décontamination des sols avec les végétaux, qui est la phytoremédiation. Dominique va vous en parler un peu plus tard. Donc, on peut faire juste rapidement là, notre logo qui se trouve à droite de l'écran ici, c'est un peu la combinaison d'une molécule de benzène avec une feuille pour signifier un petit peu la phytoremédiation. Donc, les 6 membres fondateurs, à l'origine, on était 6. Alors, on s'est tous rencontrés à l'Institut de recherche en biologie végétale, qui est un centre de recherche associé à l'Université de Montréal, qui se trouve dans les bureaux du Jardin botanique de Montréal. Donc, dans ce centre de recherche-là, il y a des travaux qui se font en serre, qui se font sur le terrain ou même en laboratoire. Donc, c'est vraiment dans ces laboratoires-là que l'initiative de créer Phytoaction est née. L'idée de départ, c'était qu'on avait tous la conviction que les phytotechnologies pouvaient jouer un rôle central dans la résolution de problématiques environnementales. Puis on voulait aussi créer une sorte de plateforme pour permettre à des étudiants finissants d'aller chercher de l'expérience sur le terrain dans le domaine dans lequel ils ont étudié, parce que bien souvent, les étudiants gradués dans le domaine des phytotechnologies, ben, sont bien formés, mais manquent de l'expérience de terrain pour pouvoir se trouver un emploi. Donc, la mission de Phytoaction, c'est de mettre les phytotechnologies à la disposition des communautés, des entreprises ou des particuliers soucieux de préserver ou d'améliorer la qualité de leur environnement. Donc, par là, on a essentiellement au Québec, mais il y a aussi quelques projets qu'on a pu réaliser depuis 2017 à l'international, en partenariat avec des organismes humanitaires communautaires, ou même avec un centre de recherche pour un projet au Québec. Donc, l'objectif principal, c'est de promouvoir les connaissances scientifiques liées avec les phytotechnologies par la conception de projets sur le terrain. Donc, dans cet organisme-là, on n'a pas la prétention d'être des experts dans tous les phytotechnologies parce que c'est quand même assez large. Mais ce qu'on veut, c'est de s'allier avec différents experts ou d'autres personnes qui maîtrisent mieux certains sujets que d'autres, puis faire des projets ensemble. Donc, c'est quoi une phytotechnologie? Donc, une phytotechnologie, c'est une technologie qui repose sur l'utilisation des plantes puis de leurs alliés fongiques ou bactériens pour résoudre des problématiques environnementales. Donc, c'est des technologies bâties par l'intervention humaine qui utilisent des plantes vivantes pour optimiser la livraison de divers services écosystémiques. Donc, par service écosystémique, c'est des services rendus pour les êtres humains. Donc, on parle d'épuration de l'eau, de l'air, épuration du sol, contrôler l'érosion, le ruissellement, restaurer des sites dégradés. Ça peut être séquestrer des gaz à effet de serre, réduire les effets du lot de chaleur ou réduire la vitesse des vents, par exemple. Donc, les phytotechnologies, ça inclut la phytoremédiation, donc qui est la décontamination des sols. Il y a les marais filtrants. Ça inclut les toitures et les murs végétalisés, les haies brise-vent, barrières sonores. Ça peut être bassin, biorétention, jardin de pluie, bande riveraine et tout simplement un arbre de rue.
Donc, une phytotechnologie, ça peut être confondu avec une infrastructure naturelle. Ça pourrait être vu comme ça. Certaines phytotechnologies sont des infrastructures naturelles, mais souvent, le terme infrastructure naturelle est réservé pour les éléments plus naturalisés ou écosystémiques comme des boisés, des marais, des parcs. Ça peut être des milieux humides, des plans d'eau, mais des arbres, juste un arbre, une plate-bande, c'est considéré comme une infrastructure naturelle. Sinon, le terme phytotechnologie est utilisé. En Europe, le terme phytotechnologie est moins utilisé. C'est souvent le terme génie végétal ou ingénierie végétale qui est utilisé pour désigner à peu près la même chose. Mais au Québec, ces termes-là peuvent pas être synonymes de phytotechnologie parce que le terme génie est réservé aux ingénieurs affiliés à un ordre professionnel, dont l'Ordre des ingénieurs du Québec. Mais le terme phytotechnologie est soumis à aucune obligation légale. C'est quand même un terme qui est scientifiquement précis. Mais au Québec, les deux termes existent. Donc, ça signifie quasiment la même chose, dépendamment qui conçoit qui fait la conception du projet ou qui l'applique. Mais il y a quand même certains projets de génie végétal qui sont appliqués au Québec là, en y intégrant des bases d'ingénierie traditionnelle structurelle qui est combinée avec l'utilisation des végétaux. Puis ici à droite, quand je montais la présentation, je trouvais ça drôle parce que j'ai trouvé un livre, une couverture d'un livre qui date de 1992, puis que sur la page couverture, ben, c'est un champignon en fait, c'est une veste de loup qui s'est appelé un pet de loup qui fait sa sporée. Puis c'est un peu comme si sur la page couverture du guide de l'auto, ben, on avait un train. Parce qu'un champignon, ben, ça fait pas partie des végétaux. C'est pas une plante. Ici, on a un arbre phylogénétique, un arbre de la vie. Donc, on voit que la branche des champignons se dissocie vraiment de l'arbre des animaux, des végétaux. Mais les champignons peuvent quand même être utilisés pour améliorer certaines caractéristiques végétales parce qu'il y a plusieurs champignons qui forment des associations symbiotiques avec les plantes. Donc, on appelle ça mycorhize, myco qui vient de champignon, puis rhize de racine. Donc, le champignon permet à la plante d'élargir son réseau dans le sol, puis d'aller chercher finalement plus d'eau, plus de minéraux. Puis en échange, ben, la plante fournit des sucres aux champignons. Puis cette association-là peut permettre aux plantes, ça a un effet en fait sur la survie, sur la tolérance, sur la croissance, la protection des plantes. Donc, on peut utiliser ces symbioses-là dans le cadre d'améliorer certaines phytotechnologies. Sinon, ça peut aussi être utilisé en mycotechnologie, comme en mycoremédiation. Excusez. Ici, c'est moi qui fait semblant d'être assis sur un carpophore de pleurote en huître. Donc, le pleurote, c'est un champignon qui est décomposeur, qui, dans le fond, a les capacités de dégrader le bois, la lignine, qui a des molécules qui pourraient ressembler à celles de certains contaminants. Donc, c'est un volet que j'ai intégré à ma thèse de doctorat. Puis, j'ai d'ailleurs développé une passion pour la mycologie à travers mon projet de doctorat-là. Puis, je peux pas dire que j'ai le champignon tatoué sur le cœur, mais je l'ai imprimé sur mon chandail de vélo. Ici, on voit là, c'est une autre passion que j'ai, le vélo.
On me voit avec mon chandail de vélo champignon, j'ai une manette de Jackson dans les mains. Petite anecdote pour revenir aux phytotechnologies. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, c'était le 24 septembre 2017. C'était un dimanche. Là, ces temps-ci, il fait très froid, mais il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui s'en rappelle, là, mais il y a le 24 septembre 2017, c'était une journée extrêmement chaude. Moi, j'avais une course de vélo pas très loin de Montréal, c'était au Mont-Sutton. C'est une course que j'ai réussi à gagner comme ça, fait que c'était vraiment une journée très spéciale, mais c'est pas une journée spéciale juste parce que j'ai gagné, mais parce qu'il faisait extrêmement chaud. Puis, pour ceux qui s'en rappellent, c'était la même journée que le Marathon international de Montréal avait été annulé en raison des temps chauds et humides. Puis malgré ça, il y a quand même eu la demi-distance qui avait été maintenue. Puis il y a eu beaucoup d'interventions médicales juste parce que il faisait extrêmement chaud, donc lié aux températures élevées. C'est vraiment étrange parce que la température élevée cette même journée-là a affecté aucun cycliste durant la journée, durant cette même journée-là à l'événement auquel j'ai participé. Puis, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en compte, là. C'est pas le même sport. Peut-être que la tranche d'âge était différente. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est clair, c'est que à ma course de vélo, on était dans le bois, on était en milieu naturel. Puis, c'est un facteur important qui nous a gardés au frais. Donc, dans la forêt, il y a des centaines, des milliers d'arbres qui déploient leurs branches vers le ciel pour maximiser leur capture des rayons solaires, puis qui nous ont gardés au frais. Pendant que, au contraire, à Montréal, ben, toutes les surfaces artificielles du terrain de la zone urbaine réchauffaient tous les coureurs. Donc ça, c'est un phénomène qu'on appelle effet d'îlot de chaleur urbain. Si je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que j'ai soif. Donc, phénomène d'îlot de chaleur urbain. Donc ici, les zones en rouge, c'est les zones les plus chaudes, puis les zones en bleu, c'est les zones les plus fraîches. Donc nous, à notre course de vélo, on était forcément dans une zone bleue pendant que les coureurs qui ont fait le demi-marathon étaient en zone rouge. Donc, entre les deux zones bleues et rouges, il peut y avoir souvent des différences supérieures à 10 degrés, voire plus. Puis, il y a un lien évident entre les températures de surface qu'on voit à gauche. C'est une cartographie de l'Institut national de santé publique du Québec. Et à droite, c'est l'indice de canopée de la CMM, donc la communauté métropolitaine de Montréal. Puis on voit quand même que en bleu ici, c'est les zones aquatiques. J'ai mis en vert, c'est les végétations hautes, en jaune, c'est les végétations basses. Puis en rouge et orange, c'est les zones minérales. Donc, on voit quand même que les zones minéralisées sont les zones les plus chaudes. Ce qui m'amène à vous parler des arbres de rue. Parce que souvent, en milieu urbain, ben, la végétation haute, ça peut être des zones forestières, mais il n'en reste pas beaucoup. Sinon, c'est des arbres de rue. Donc, aussi simple soit-il, les arbres de rue font partie des infrastructures naturelles, mais aussi c'est une phytotechnologie quand c'est utilisé pour réduire l'effet d'îlot de chaleur. Donc, la présence d'arbres, ça permet de bloquer les rayons solaires, ça fait de l'ombre. Donc, ça empêche les rayons solaires d'atteindre les surfaces minéralisées.
Les arbres transpirent beaucoup. Il a été estimé qu'un arbre mature peut perdre jusqu'à 450 litres d'eau par jour juste par transpiration. Ça équivaut, en fait, c'est l'énergie, la chaleur absorbée, ça équivaut à 5 climatiseurs qui fonctionneraient 20 heures par jour. Donc, juste un arbre de rue. Donc, c'est un peu comme la sueur qui perle sur notre front. Ça nous rafraîchit quand ça s'évapore. Ben, l'eau qui est transpirée par les feuilles absorbe beaucoup d'énergie de l'air ambiant pour que l'eau passe de la phase liquide à la phase gazeuse. Ça, c'est un phénomène qui rafraîchit beaucoup. Donc, l'arbre de rue a sa plus simple expression appartient aux deux catégories. Donc, c'est une phytotechnologie, une infrastructure naturelle qui permet de rendre les villes plus viables. Donc, planter un arbre maintenant, ça pourra permettre de rafraîchir quand même une ou deux maisons dans 10, 20 ou 30 ans. Donc, les conséquences du manque de végétation sont multipliées dans les grandes villes minéralisées. Donc, la morphologie urbaine fait en sorte qu'il y a beaucoup d'asphalte, de béton, de briques, qui sont des matériaux à bas albédo. Donc, ça veut dire qu'ils ont une faible capacité de réfléchir les rayons. Donc, ils peuvent accumuler beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur. Donc, durant le jour, ils absorbent les rayons du soleil qui emprisonnent dans les matériaux sous forme de chaleur puis qui rediffusent à l'air ambiant durant la nuit. Donc, on voit sur la graphique que la nuit, il y a beaucoup plus de différence de température que dans le jour. Puis, avec le smog, on suffoque, mais avec la chaleur accablante, les personnes les plus vulnérables peuvent mourir. Donc, il y a plusieurs conséquences à ça, plusieurs effets qu'on peut voir à droite. Ça peut être des transpirations excessives qui passent à la crampe musculaire, faiblesse, syncope. Mais ça, c'est le Montréal qu'on connaît aujourd'hui, mais Montréal n'a pas toujours été comme ça. Ça, c'est un plan de la ville de Montréal en 1725. Donc, il y avait moins de 3000 habitants selon les données de la ville de Montréal, alors qu'aujourd'hui, on aurait dépassé le cap du 2 millions d'habitants. Donc, Montréal, à l'origine, était pas très loin du vieux port de Montréal, avec ses fortifications, mais tout le reste de l'île était vert. Donc, il y avait des champs, des forêts. Puis on voit que ça, c'est la courbe de croissance, évolution de la population à Montréal. Donc, autour de 1800, il y avait pas loin de 9000 habitants. Puis maintenant, il y a près d'un Québécois sur 4 qui réside sur l'île de Montréal. Donc, on a dépassé le 2 millions de personnes. Puis on voit que la courbe continue d'augmenter. Donc, voilà, on a besoin d'espace pour héberger ces gens-là. Il y a une concentration. Donc, quand des fois, il y a des espaces un petit peu végétalisés, des fois, on peut couper le peu d'espace végétalisé pour construire des immeubles. Puis, c'est quand même incroyable de voir à quel point tout est gris à Montréal, même vu de l'espace. Donc, l'île est presque exploitée à son 100%. Puis, quand il y a des vagues de chaleur, souvent, c'est les grands centres comme Montréal qui sont le plus frappés. Donc, Santé Canada s'inquiète beaucoup de l'augmentation des températures moyennes au pays. À gauche, ici, on peut voir avec les anomalies, en fait, les différences de température en degrés par rapport à la moyenne qui a été calculée entre 1961 et 1990. Donc, à chaque année, on peut calculer la moyenne à chaque année puis faire une courbe avec ça. Puis on peut voir que en moyenne, les tendances ont été à la hausse depuis la moyenne qui avait été calculée
jusqu'à 2015. Puis à droite, ben, c'est la prédiction du nombre de journées chaudes. Donc, pour les grandes villes canadiennes. Puis on peut voir que Montréal, ben, plus les années avancent, ben, plus il va y avoir de journées chaudes. Donc, puis cette année, avant même l'arrivée de l'été, on était encore au printemps, puis le Québec connaissait déjà 2 canicules, puis avait déjà recensé 2 fois plus de feux de forêt que la moyenne des 10 dernières années à pareille date. Donc, les effets de température se font ressentir partout au Canada, mais dans les grands centres urbains, c'est particulièrement inquiétant. Donc, en plus d'inclure les arbres de rue dans nos villes, il y a possibilité de verdir les murs et les toits. Donc, pourquoi les toitures des bâtiments sont aussi stériles? On les recouvre de goudron, de bardeaux d'asphalte, plein de produits pétroliers toxiques, des fois un petit peu de roche. Puis après ça, ben, on va y ajouter une tour de refroidissement parce que c'est trop chaud. Puis pourtant, ben, il y a beaucoup de bénéfices de verdir les toitures. Puis là, quand je parle de verdir, ben, je veux pas dire de choisir une membrane de couleur verte comme le père d'une amie a fait, qu'on peut voir sur la photo. Dans le pire des cas, c'est mieux d'opter pour une membrane blanche qui va réfléchir davantage les rayons du soleil. Fait que ça va être moins chaud. Mais je parle vraiment d'une toiture végétalisée qui consiste à une couche distincte installée sur la couverture traditionnelle qui utilise des plantes pour isoler, imperméabiliser les toits. Ça, cette technique-là, ça existe depuis très longtemps. Donc, dans les pays du nord de l'Europe, particulièrement en Scandinavie, la construction des toits et des murs végétalisés est apparue environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Puis, ces toits-là, c'est les ancêtres des toits végétalisés qu'on connaît aujourd'hui. Donc, sur la photo, c'est un exemple qui est sur l'île Féroé en Norvège. Donc, les mécanismes thermiques, c'est vraiment l'ombrage, transpiration, isolation, masse thermique. Donc, il est estimé que pendant une journée ensoleillée où il fait 26 degrés Celsius, un toit foncé peut atteindre jusqu'à 80 degrés Celsius, alors qu'un toit blanc, 45, puis un toit végétalisé, ça va descendre à 29 degrés. Donc, c'est quand même assez efficace. Si on peut rendre l'utile à l'agréable, faire un toit végétalisé en y faisant de l'agriculture urbaine, c'est quand même quelque chose qui devient de plus en plus populaire. Donc, il y a différents types de toits végétalisés qu'on peut avoir, qui se caractérisent essentiellement sur l'épaisseur du terreau utilisé, le choix des végétaux, puis le degré d'utilisation de l'espace. Donc, l'industrie identifie 2 grands types de toits végétalisés selon la capacité portante des structures. Donc, il y a le type extensif qu'on peut voir en haut, puis le type intensif qu'on peut voir en bas. Puis à droite, il y a quelques différences de fonctions et de caractéristiques de ces 2 types-là. Mais le type extensif, c'est un toit qui a un substrat moins épais, de 5 à 15 cm, alors que l'intensif, c'est 30 cm d'épaisseur et plus. Donc, il va permettre d'avoir des végétaux plus grands. Le plus petit, qui est le extensif, va avoir des coûts relativement plus faibles, mais le intensif qui permet la croissance de végétaux plus grands va avoir plus d'impact environnemental
juste du fait d'utiliser des plus grands végétaux. Donc, les deux systèmes comportent différentes couches. Là. Il y a des structures de toit qui intègrent les matériaux isolants. Il y a des barrières qui empêchent les racines de percer les membranes d'étanchéité du toit. Il y a un système ou une couche de rétention d'eau, un système de drainage, une couche filtrante. Après ça, il y a le substrat, puis la végétation ensuite. Donc, il y a différents avantages et limites d'utiliser qui est lié au toit végétalisé. Donc, les avantages, c'est que ça permet une bonne gestion des eaux pluviales, qui s'en va pas dans le système d'égouts municipal. Ça réduit les effets d'îlots de chaleur, ça améliore la qualité de l'air, ça fait une création d'habitat pour la faune et la flore. Ça crée un paysage qui évolue dans le temps, ça crée des espaces verts, ça accroît l'efficacité énergétique des bâtiments, ça permet de prolonger la durée de vie des toitures. Puis dans les limites, bien entendu, il y a le poids du système. C'est pas tous les bâtiments qui peuvent accepter, qui ont la capacité de retenir ces toits-là. Il y a les coûts à court terme. Il y a certaines limites qui peuvent être associées à la réglementation. Puis, ça peut nécessiter un certain entretien là, quand il y a des sécheresses. Des fois, il faut aller arroser les végétaux, sinon tout le système écope. Puis après, il y a les murs végétalisés. C'est un petit peu le même mécanisme que les toits au niveau thermique. Donc, ça crée de l'ombrage, ça fait la transpiration, ça isole, ça fait une masse thermique. Donc, les températures maximales des murs végétaux ont été estimées à 30 degrés Celsius, alors que des murs classiques peuvent atteindre 60 degrés en fonction du type de revêtement. Donc, c'est quand même une réduction de température considérable. Puis, ça protège les bâtiments de la pluie avec les feuilles. Ça réfléchit puis absorbe les rayons du soleil. Ça rafraîchit l'air ambiant par la transpiration des feuilles. Ça peut réduire la pollution atmosphérique. Ça tamise le bruit. Ça fait quand même une barrière sonore. Puis, ça diminue l'infiltration de l'air. Donc, quand même, il y a différentes plantes grimpantes qui peuvent être utilisées. C'est un exemple à Montréal. C'est pas très compliqué à mettre en place, même que souvent, des fois, c'est des plantes envahissantes qui peuvent faire ce travail-là, mais ça prend un espace minimal de 15 cm par 15 cm au sol pour l'implantation des racines. Puis après ça, les plantes ils peuvent parfois grimper directement sur les parois du mur ou des fois, ils peuvent être aidés par un grillage ou un support métallique. Puis, c'est quand même quelque chose qui est esthétiquement beau. Donc, ça l'embellit en plus d'aider, ça l'embellit, puis ça l'aide. Ça peut donner ça peut augmenter la valeur foncière d'une maison quand c'est beau, puis un toit végétalisé aussi. Donc, peut-être que pour la première partie, on peut passer aux questions peut-être. Merci, Maxime. Oui, on a justement une question du public de Daniel qui demande « Y a-t-il une variété particulière d'arbres de rue meilleure qu'une autre, comme feuillus ou conifères? » En fait, meilleur qu'un autre, ça dépend pourquoi, mais moi, j'aimerais mieux valoriser la diversification. Donc, on sait que avec les frênes, on a eu beaucoup de problèmes dans les dernières années. Ce problème-là,
est en partie parce que les freins, on a utilisé beaucoup de la même espèce. Puis dans cette même espèce-là, il y avait beaucoup du même cultivar. Donc, certains avaient exactement la même génétique, c'était des clones. Donc, ça fait en sorte que quand ça réduit la génétique d'une population, il peut y avoir des problèmes comme ça. Puis, quand c'est diversifié, il y a plus de résilience face à différentes attaques d'insectes ou de changements du climat. Donc, j'irais avec une diversification des espèces d'arbres. Super. Au niveau des vignes sur les murs, on entend souvent la critique ou la crainte que les vrilles vont aller endommager la brique, par exemple, ou le revêtement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Dans la littérature, c'est mentionné que c'est une inquiétude qui revient souvent, mais qui c'est un peu un mythe, en fait, dans le sens où quand le mur est en bon état, la vigne ne peut pas vraiment l'endommager, mais quand le mur commence déjà à être dégradé, là, dans ce cas-là, les plantes grimpantes peuvent accélérer le vieillissement des murs parce qu'avec leur ventouse, des fois, s'il y a une petite craque, ils peuvent aller pénétrer ces petits endroits-là puis faire tomber des joints entre deux briques, par exemple. Mais quand le mur est déjà en bon état, c'est pas un facteur qui peut venir endommager les murs. Puis est-ce qu'il y a des types, si on veut implanter une plante grimpante demain, est-ce que tu as des types privilégiés qui est bien adapté à notre climat? Au Québec, il y a Vivre en ville qui suggérait certaines plantes, là. Donc, il y a la vigne vierge, bien entendu. Il y a le lierre de Boston, puis l'hydrangée grimpante. Mais peut-être qu'il y a d'autres sortes de vignes plus productives qui pourraient être utilisées. Mais c'est vraiment les espèces qui seraient les mieux adaptées au climat du Québec. Okay. Merci. Alors, je pense qu'on peut passer à la deuxième partie. Rentrer encore plus dans le vif du sujet. Donc là, c'est Dominique qui va reprendre la parole. Voilà. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, je vais enchaîner avec la suite de la présentation. C'est Maxime qui va devoir changer le diaporama. Donc, allons-y tout de suite. On va parler un peu de stabilisation des pentes. Une des phytotechnologies qui existent, c'est la stabilisation des pentes. Pourquoi stabiliser les pentes? C'est parce que on a souvent des problématiques d'érosion. La plupart du temps, c'est ça. L'érosion, on en a en milieu naturel, mais on en a aussi en milieu anthropique lorsqu'on effectue des travaux, par exemple, on construit des routes, puis qu'on doit créer des pentes parfois relativement abruptes pour le bien de la construction. Donc, les végétaux peuvent aider à stabiliser nos pentes et à réduire les problématiques d'érosion. On peut passer à la suivante. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement très nouveau, la stabilisation des pentes. L'expertise qui est développée en premier au Québec concernait surtout la stabilisation des rives en lien avec tout le secteur de l'aménagement des bandes riveraines. Donc, c'est un peu par ce chemin-là que ça a été développé au Québec. Ici, il y a des publications qui ont été émises par le ministère de l'Environnement et par d'autres organismes comme la Fédération interdisciplinaire de l'horticulture ornementale. Donc, ça, c'est des organismes qui détiennent un peu d'expertise au niveau de la stabilisation des pentes en utilisant les végétaux. Et ces documents-là sont une source d'information si jamais ça vous intéresse.
Donc, c'est pas obligé d'être bien compliqué, la stabilisation des pentes. N'importe quelle sorte de couverture végétale, en fait, va faire le travail. Une des options les plus simples qui est utilisée parfois à grande échelle, entre autres par le ministère des Transports ou autres organismes, c'est l'hydroensemencement. Donc ici, c'est tout simplement une technique, l'hydroensemencement, avec laquelle on arrive à étendre des semences d'un mélange d'une pelouse. C'est essentiellement des graminées la plupart du temps. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est étendre une couche de semences sur l'entièreté de la superficie des pentes à stabiliser. Et puis, à partir de là, les végétaux vont pousser. Puis, une fois qu'ils vont s'être bien établis, qu'ils vont avoir développé un système racinaire, eh bien, la pente va s'en trouver stabilisée. Évidemment, comme n'importe quelle phytotechnologie, c'est difficile de faire des miracles. Donc, il y a certains principes de base à respecter, comme celle de respecter la physique. Ici, dans une publication de la Société de la faune des parcs qui date déjà de 2003, on suggérait déjà d'emblée de modifier la pente en soi qu'on désire travailler pour faciliter justement l'implantation des végétaux, mais aussi diminuer les contraintes mécaniques là, qui pourraient être vraiment trop importantes si on fonctionne avec une paroi qui est pratiquement verticale. Donc, évidemment, d'emblée, ou du moins dans les étapes préliminaires pour évaluer, par exemple, si on voudrait stabiliser une pente, ben, si adoucir la pente est une option, ça devrait être retenu pour faciliter tout le reste des travaux qui pourraient en découler. Et en fait, puis l'idée générale, donc, en stabilisation des pentes, c'est vraiment d'utiliser le pouvoir stabilisant des racines, des systèmes racinaires sur le sol. C'est vraiment cette partie-là qui va venir faire le travail. Et il y a plusieurs techniques qui ont été développées. C'est des techniques qui sont décrites dans les guides que je vous ai présentés juste avant. On va en regarder quelques-unes. La première qu'on a à gauche, c'est tout simplement des boutures. Donc, des boutures de saule qui peuvent se vendre comme ça en paquet. Donc, c'est des branches de saule qui ont été coupées de 30 à 40 cm. Et l'idée, c'est tout simplement venir les enfouir dans le sol de manière relativement dense pour obtenir une couverture végétale la plus dense possible sur notre pente. On utilise des boutures de saule parce que, entre autres, c'est pratique. Premièrement, c'est disponible, ça se conserve bien, puis c'est extrêmement robuste. Donc, c'est pas n'importe quelle plante qu'on pourrait couper un bout de tige, la rentrer à coups de marteau dans un sol et puis la voir proliférer puis s'installer comme ça. Donc, une des raisons pour laquelle on utilise des saules, ben, c'est justement pour sa robustesse puis sa flexibilité. Puis c'est essentiellement les espèces comme le saule, puis peut-être le peuplier, donc des espèces qui sont qui se répandent végétativement de manière presque agressive, c'est-à-dire qu'ils sont très robustes puis que ça ne leur prendra pas grand-chose pour pouvoir refaire une nouvelle tige puis repartir. Donc, c'est le genre d'espèces qu'on va utiliser. Les boutures, c'est peut-être l'option la plus simple. Après ça, on peut comme développer puis complexifier un peu les techniques, ce qu'on appelle les fascines. Donc, ça va être des branches, par exemple, de saule qu'on va étaler de manière horizontale sur le sol. On va les garder en place à l'aide d'une rangée de pieux de chaque côté. Puis ces branches-là ils sont la plupart du temps en période de dormance lorsqu'on les implante, on se les procure, vont éventuellement continuer à se développer, faire des nouvelles racines et toute cette espèce de petit muret-là va rester en vie, va proliférer, va s'étendre, puis va venir stabiliser. Dans ce cas-ci, une fascine utilisée en bas de pente, c'est quelque chose d'assez massif qui peut aider à stabiliser le bas d'une pente. Une autre option qu'on a à droite, ce qu'on appelle les rangs de plançon, donc c'est des petits amas comme ça de branches de saule qu'on peut installer en rangée sur le plan horizontal et puis on peut en mettre plusieurs étages comme ça sur une pente. Ici, il y a un géotextile qui a été implanté entre les rangées pour limiter la prolifération des autres espèces le temps que les saules puissent s'installer comme il faut. Donc ça, c'est une autre technique qui est assez fréquemment utilisée et qui fonctionne assez bien. On peut passer à la diapo suivante. On en a sauté une.
Donc, les fagots, c'est un peu un principe semblable aussi. Donc, c'est encore une espèce de ballot de branches qu'on va venir ancrer d'une certaine façon au niveau du sol. Encore une fois, ces ballots-là, assez denses, lorsqu'ils vont sortir de dormance et se mettre à proliférer, ils vont s'ancrer dans le sol. Ils vont servir justement à stabiliser le sol où on les implante. On peut, encore une fois, en mettre plusieurs rangées en fonction du besoin. Donc, c'est des approches, évidemment, qui sont désignées en fonction des besoins qui vont être spécifiques à chaque site. Puis peut-être un dernier exemple, là, les matelas de branches, c'est aussi un autre procédé où on va venir complètement couvrir l'entièreté de la pente à stabiliser avec des branches comme ça, qu'on va stabiliser d'une certaine façon pour qu'ils restent bien en place. Et puis ça, encore une fois, le développement de ces tiges-là et leur implantation dans le sol qui va venir stabiliser la pente, tout simplement. Donc, il y a des avantages et certaines limites à ces techniques-là, comme n'importe quelle phytotechnologie, on va probablement en parler à chacune d'entre elles. Si on regarde les avantages ensemble, efficacité, stabilisation dynamique et croissant dans le temps. Donc, c'est des végétaux vivants. Donc, il y a une notion de dynamique ici, c'est-à-dire que le végétaux, il faut lui laisser le temps de se développer, mais une fois qu'il va être bien développé, il va effectuer un excellent travail. Souplesse et résistance des ouvrages. Effectivement, c'est des ouvrages qui, une fois développés, sont plutôt résistants. On ne peut pas faire autant d'ouvrages ou des ouvrages aussi extrêmes que ce qu'on peut faire en ingénierie avec des approches minérales, mais on peut quand même aller faire des choses assez impressionnantes. Après ça, il y a une kyrielle d'avantages qui est liée au fait qu'on travaille avec des êtres vivants, des végétaux, donc contribue à la santé du sol, évidemment, les racines et l'humidité qui va venir avec va venir contribuer à la santé, à tous les micro-organismes du sol. Perturbation des cours d'eau et nappes phréatiques faibles ou nulles. Effectivement, des végétaux, ça aide à ce que l'eau s'infiltre dans le sol sur place, donc il n'y aura pas de ruisseaux adjacents qui vont subir des effets néfastes, des précipitations intenses. Au contraire, les végétaux vont non seulement accentuer l'infiltration de l'eau dans le sol, mais vont aussi stabiliser le sol en soi, donc les particules de sol sur place. Impact des chantiers minimaux, donc il n'y a pas beaucoup de grosses machineries d'impliquer là-dedans, ou beaucoup moins que pour des ouvrages minéraux. Donc, tout ce qui est les impacts qui seraient associés à l'utilisation de pelles mécaniques, il peut y avoir de la pelle mécanique d'utiliser, mais il n'y en aura pas énormément, ou du moins, il va en avoir moins que pour des ouvrages minéraux. Épuration de l'eau qui transite sur le site, évidemment, c'est le cas pour toutes les phytotechnologies. Donc, toute l'eau qui transite au travers d'un système racinaire va s'en retrouver épurée. Participation au maintien de la biodiversité, contribuer au potentiel patrimonial, pédagogique ou économique des ouvrages, effectivement. C'est intéressant de regarder ça pour peut-être un public plus large qu'un ouvrage minéral qui intéresserait peut-être un public plus spécialisé dans ce domaine-là. Limite l'envahissement des espaces des plantes indésirables, effectivement, comme n'importe quelle phytotechnologie, lorsqu'on a un milieu qui est déjà densément colonisé par des végétaux, les indésirables vont avoir moins d'espace pour venir coloniser. C'est relativement simple et abordable de s'approvisionner avec ce matériel-là, donc c'est d'autres avantages possibles avec la stabilisation des pentes à l'aide des végétaux. Par contre, au niveau des contraintes, comme je disais, les contraintes mécaniques extrêmes, on oublie ça. Les pentes verticales à 100%, c'est impossible. Les végétaux ne sont pas capables de s'implanter dans ces milieux-là, ou du moins, ça va être trop difficile pour obtenir le résultat désiré. L'approche à utiliser va être spécifique au site et non généralisable. Donc, c'est une approche qui est flexible, mais qu'il faut prendre le temps quand même de la designer en fonction des caractéristiques du site. Quel genre de sol on a, quel genre de régime de précipitation on a, quel genre de pente on a. Donc, c'est des choses à considérer, évidemment, quand on entreprend des travaux de ce type-là. Il y a un peu d'entretien nécessaire de la main-d'œuvre qui peut être qualifiée, donc le temps, en particulier le temps que les végétaux s'implantent et se développent. Donc, il y a un peu d'entretien à faire et de maintenance pour être sûr que l'implantation se fasse bien. Il existe des contraintes saisonnières à l'implantation des végétaux, effectivement. Implanter un système comme ça en plein hiver, on oublie ça, c'est impossible. Les boutures ne se développeront pas bien. On travaille sur la neige, un sol gelé, on ne peut pas. Donc, ça requiert aussi
par rapport à ça, une qualité de substrat minimale pour permettre aux plantes de se développer. Et puis, c'est aussi susceptible aux facteurs humains. Donc, les différentes utilisations d'un site, la dégradation intentionnelle ou non, c'est qui peut arriver sur des ouvrages végétaux, comme c'est le cas, par exemple, dans des jardins. Vous êtes probablement déjà au courant. Donc, c'est des choses avec lesquelles il faut devoir composer lorsqu'on travaille avec des végétaux pour stabiliser les pentes. Et je vais pouvoir repasser la parole à mon collègue Maxime pour la... Ah, non, j'ai des exemples à vous montrer. Fantastique, avec des belles photos. Donc, c'est une réalisation de la firme au Bioenvironnement Incorporé. Donc, vous voyez une pente assez abrupte dans un développement résidentiel. En bas de pente, on a fait des espèces de caissons, tout végétalisés, donc c'est-à-dire tout organique, donc avec des logs de bois dans lesquels on a mis une certaine quantité de pierre pour bien stabiliser le bas de la pente. Et après ça, c'est si je vois bien, c'est que ça semble être des rangs de plançons qui ont été mis sur la pente et on voit en bas à droite le résultat final une fois que les végétaux se sont bien développés. Prochain exemple. Un exemple qui vient de nos cousins européens, donc dans les Alpes françaises, si je ne me trompe pas. Donc, gros problématique dans les ravines des Alpes où il y avait énormément de sédiments qui étaient transportés avec l'eau des précipitations et jusqu'au bassin versant des rivières et la plupart du temps jusqu'à des prises d'eau potable. Donc, ça causait des problèmes à ce niveau-là. Ils ont développé des techniques. Ici, c'est l'IRSTEA qui a développé ces techniques-là puis qui a produit un petit guide résumé à ce niveau-là. Donc, on voit qu'il y a des murets qui ont été établis à certains endroits, donc des seuils en bois mort qui ont été installés pour retenir un peu une quantité de sol suffisante pour implanter des végétaux. Puis après ça, il y a des boutures qui ont été installées dans différentes manières. Et une fois tout ça développé, bien, ça permettait de stabiliser le sol puis de régler la problématique de transport des sédiments qui allait affecter les prises d'eau plus bas dans ces endroits-là. Et finalement, j'ai un autre exemple. Ici, c'est un exemple d'Asie du Sud-Est. Donc, nous, on travaille avec les saules parce que ça fonctionne bien dans nos climats. Eux, ils ont d'autres options de disponibles pour travailler, donc des espèces comme le vétiver qu'on voit ici à gauche. C'est un graminé qui a un système racinaire assez impressionnant. Et puis, donc, il y a des gens là-bas qui ont été en mesure de développer des techniques puis d'implanter ça sur des endroits assez impressionnants, donc des pentes non seulement très abruptes, mais aussi très hautes. Et puis, ça semble fonctionner. Donc, dans d'autres régions du monde, avec des contextes bioclimatiques différents, bien, il y a d'autres options de végétaux qui sont possibles. Donc, voilà pour les exemples. Merci. Donc, on a déjà des questions. Alors, Mathieu demande, les conifères ont beaucoup de mal avec le sel de déglaçage. Aussi, si vous cherchez des arbres avec une surface foliaire élevée et un taux d'évapotranspiration, vous pouvez vous intéresser aux traits fonctionnels plutôt qu'aux variétés. Un même genre pour deux espèces différentes peuvent avoir des traits fonctionnels totalement différents. Donc, est-ce que vous souhaitez commenter sur ce commentaire? Ben, c'est effectivement un commentaire. C'est pas faux. Donc, les traits fonctionnels, c'est une manière de fonctionner en écologie pour caractériser une plante, donc caractériser les végétaux. Puis évidemment, en faisant peut-être des recherches avec ces termes-là, on peut probablement arriver à trouver des choses intéressantes pour répondre à nos besoins. OK, super. On a un autre commentaire. Raphaël dit, pour les pentes fortes, on a le caisson végétalisé comme solution. Effectivement, c'est une espèce d'hybride donc entre les ouvrages minéraux et les ouvrages végétalisés. Donc, ces deux techniques-là qui sont plus conventionnelles et plus végétalisées ne sont pas exclusives les unes aux autres. Donc, il y a moyen de faire des amalgames entre les deux, d'utiliser des trucs plus conventionnels pour stabiliser les endroits dont les végétaux ne sont pas capables de faire. Puis après ça, de venir complémenter ça avec une couverture végétale en surface, là où c'est pertinent de faire. Super. Marie-Christine demande, quelles sont les autorisations et certifications nécessaires
pour l'implantation d'une des différentes techniques? Ben, ça dépend évidemment du contexte. Je pense que chez vous, dans votre cours, vous pouvez faire un peu comme bon vous semble, mais si c'est des travaux qui nécessitent d'être approuvés par un ingénieur, ben, il suffirait théoriquement que ces plans-là soient approuvés par une personne compétente. Maintenant, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui sont à l'aise de venir certifier ces ouvrages-là, puisqu'il y a beaucoup d'incertitudes qui sont associées à l'utilisation des végétaux, entre autres pour le long terme, ce genre de choses-là. Donc, c'est une bonne question. C'est pas un dossier simple. Ça se développe tranquillement et on espère que ça va être de plus en plus adopté et facile de le faire. Merci. Une autre question. Marie-Michel demande, pouvez-vous redonner les références des guides que vous avez présentés? Oui, on pourrait peut-être les inscrire à quelque part, mais c'était le guide de protection des rives et du littoral du ministère de l'Environnement de 2005. Puis sinon, c'était une publication de la Fédération interdisciplinaire d'horticulture ornementale. Donc, c'est le deuxième organisme qui a produit des choses à ce niveau-là. On pourra le mettre dans le chat. Pour toute intervention en cours d'eau, le scellé d'un ingénieur est obligatoire. Voilà. Merci, Raphaël. Donc, voilà. Fait que moi, je me dis qu'on peut continuer Absolument. dans la troisième partie. Donc là, on y va. On va parler de biorétention. Exact. Je vois que le temps file, fait que je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc, tantôt, on parlait des surfaces minéralisées en ville. Donc, ces surfaces minéralisées-là sont souvent hautement imperméables. Donc, il peut y avoir beaucoup d'eau qui s'accumule après des fortes pluies, comme ici, c'est un exemple à Montréal. Et donc, quand il y a des grosses précipitations, quand on est en milieu naturel, avec un sol naturel, de la végétation, ben ça, c'est une estimation, là, c'est pas des c'est pas des valeurs absolues, là, mais sur 100% de la quantité d'eau qui tombe par précipitation, ben, il y a environ 40% qui est évapotranspiré, 50% qui rentre directement dans le sol, puis environ 10% qui est juste lessivé à la surface du sol, contrairement à un endroit qui est urbain. Donc, dans le 100% d'eau précipitée, il y a environ 43% de cette quantité-là qui s'en va par lessivage, qui ruisselle sur les surfaces imperméables, puis qui s'en vont finalement engorger les systèmes d'égouts municipaux. Donc, une façon d'éviter ça, c'est de faire la gestion des eaux pluviales, mais c'est de faire des aires de biorétention. Donc, il y a différents types d'aires de biorétention qui existent. Donc, une quand même assez simple, c'est de faire un trou dans le sol pour que l'eau aille s'accumuler là, mais il y a différentes couches dans ce trou-là qu'on peut mettre, là. Donc, ça peut être des roches, différents substrats, là, des roches plus grossières dans le fond, après ça, un petit gravier, puis un sable, après ça, un petit terreau, puis des végétaux qui vont permettre l'évapotranspiration de cette eau-là. En fait, c'est juste une rétention, donc ça permet d'accumuler l'eau temporairement, le temps que ça s'infiltre dans le sol ou que ce soit évapotranspiré. Sinon, il y a d'autres types d'aires de biorétention. Ici, on voit que dans celui du bas, il y a une membrane imperméable, donc qui va retenir l'eau dans le bassin le temps que les végétaux le transpirent. Puis quand c'est dans le cas où les précipitations sont trop grandes,
ben là, il peut y avoir un système de trop-plein. Donc, c'est avant que le bassin déborde, ben, il va déborder dans le système d'égout finalement. Donc, il y a des exemples. Ici, c'est au Palais des Congrès de Montréal. Vous en avez probablement déjà vu un petit peu partout à Montréal, mais peut-être sans vous rendre compte que c'était des aires de biorétention. Donc, ici, ça a l'air d'être juste une petite plate-bande, mais ici, l'eau qui s'écoule dans ces trous-là vont finalement aboutir dans le bassin ici qui permet d'arroser les végétaux. Puis eux, ben, ils vont consommer l'eau, vont la transpirer pendant quelques jours, plutôt que cette eau-là s'en aille dans le système d'égout en dedans de quelques minutes. Donc, il y a un autre exemple ici qui est sur la rue Papineau. Donc, on voit que l'eau, c'est plus l'eau du trottoir qui va se diriger vers l'aire de biorétention. Ici, il y a le système de trop-plein, mais c'est plutôt que l'eau s'en aille directement dans l'égout, ben, elle peut transiter ici, puis c'est vraiment le surplus d'eau qui va aller dans l'égout. Donc, ici, c'est un autre exemple. Des fois, c'est juste l'eau des trottoirs, mais il y a d'autres systèmes qui font une petite entrée d'eau de la rue qui permet justement d'aller se diriger dans l'aire de biorétention. Puis quand c'est trop plein, ben, ça peut soit s'en aller dans le système d'égout ou comme ici, ça m'a l'air d'être le système de trop plein là, qui permet à l'eau de passer d'une cellule de biorétention à une autre. Donc, ici, probablement que plusieurs d'entre vous connaissez déjà le site des projets éphémères. Donc, ici, c'est le site en question à gauche. Donc, c'est 2 lots de terrain qui appartiennent à l'Université de Montréal. Puis, il y a plusieurs jardins communautaires sur le site. Puis, il y avait une noue végétalisée. C'est un peu comme un fossé végétalisé. Ça joue un petit peu le rôle de bassin de biorétention, sauf que les noues sont légèrement inclinées, donc ça ne retient pas l'eau de façon plus permanente, mais c'est vraiment de façon transitoire. Il y avait déjà une noue végétalisée, mais il y avait une problématique sur le site. Ici, c'est à droite, c'est la carte avec l'élévation du site. En vert, c'est quand c'est plus bas, puis en rouge, c'est plus élevé. Donc, ici à droite, c'est un endroit où le surplus d'eau d'arrosage des jardins finalement, ruisselait puis s'en allait dans la rue. Normalement, les aires de biorétention, c'est fait pour les eaux de pluie, mais dans ce cas-ci, Phytoaction a fait un projet pour faire une aire de biorétention, mais pour gérer les eaux d'arrosage des jardins. Donc, à l'extrémité de la noue végétalisée existante, on a rallongé un petit peu un fossé, puis au bout, on y a fait une aire de biorétention. Donc, ça, c'est le design expérimental. Ben, c'est un peu expérimental là, parce que c'est Phytoaction qui l'a fait. Donc, c'est pour nous permettre de faire des projets comme ça appliqués, faire la promotion, expliquer le fonctionnement des aires de biorétention. Donc, on a fait un trou de environ 0,5 mètres à 0,8 mètres avec un petit angle. Puis, je me souviens plus c'est quoi le volume d'eau que le bassin pouvait accepter. Mais on l'a rempli d'un substrat qui permet l'infiltration d'eau. C'est un terreau qui ressemble un petit peu à un terreau pour cactus. Donc, qui permet à l'eau de s'infiltrer facilement.
Donc, ici, c'est une image de quand on a creusé. Ensuite, on le remplit du terreau en question, puis on l'a végétalisé de saules. On a utilisé des boutures de saules c'était des saules qui étaient déjà présents sur le site. Puis, finalement, on a pu le tester. Par après, il y a eu des fortes pluies qui ont rempli le bassin qu'on avait construit. C'est sûr que là, pour l'instant, les saules prennent racine tranquillement, mais le bassin peut pas être efficace à 100% de sa capacité parce que les saules implantés ne peuvent pas évapotranspirer le maximum d'eau pour l'instant, mais peut-être que l'an prochain, les saules vont atteindre une plus grande maturité pour pouvoir accélérer l'évacuation de l'eau. Mais ça, c'est un exemple après une forte pluie. Mais le bassin, je vous le répète, avait été implanté dans l'optique de gérer les eaux d'arrosage parce que souvent les jardins sont arrosés, puis le surplus d'eau qui pénètre pas le sol, finalement ruisselle, puis au lieu d'éviter que ça se ramasse dans la rue puis dans le système d'égout, ben on peut quand même permettre une rétention là. Puis durant la nuit, l'eau va tranquillement s'infiltrer dans le sol. Puis le lendemain, ben, le bassin va pouvoir refaire le même travail plutôt que c'est pour éviter que cette quantité d'eau-là s'en aille dans le système d'égout à chaque jour. Donc, déjà la prochaine période de questions. Merci, Maxime. Oui, c'est ça. La photo, c'était après une forte pluie et un fort arrosage. En fait, on avait mal regardé la météo, je pense. Donc, ça a été ça. Est-ce qu'on a des questions du public? Non. Bon, alors moi, je suis seule à l'écran en ce moment. Réapparaissez. Allô, Dominique? Si tu veux remettre ton micro. Oui. Oui, super. De retour. OK. Donc, ouais, c'est ça ma question. Une de mes questions, évidemment, c'était la grande question. Je me rappelle au début, comment on fait pour évaluer, si vous me demandiez, vous arrosez, c'est quoi le débit d'eau sur le site? Comment on fait pour estimer la grosseur de bassin qu'on a besoin? Donc, finalement, ça a été quoi vos stratégies par rapport à ça? Comment on décide la grandeur d'un bassin de biorétention? En fait, c'est ça, on s'est inspiré d'un calcul qui se fait normalement sur des superficies qui sont drainées normalement à 100%. Là, donc, c'est comme sur une superficie de stationnement ou de toit. Sauf que là, dans notre cas, ben, c'était un sol qui était déjà un petit peu perméable. Donc, on y est allé. Je pense qu'on avait calculé la superficie en tant que telle, mais on avait considéré qu'elle était peut-être 50% moins perméable qu'un stationnement, par exemple, qu'un stationnement. Fait qu'on avait diminué la superficie puis utilisé le même calcul. Puis finalement, ça donnait à peu près ça, là. C'est sûr que notre système, il y a un trop-plein aussi. Donc, s'il déborde, ben c'est comme ça fait cette quantité-là qui s'en va dans l'égout, mais tout ce qui s'est accumulé en attendant, ça fait déjà ça de moins à gérer. Fait que c'est quand même les calculs qu'on avait utilisés, c'était sur un organisme qui font des biorétentions. C'est un organisme américain qui proposait un calcul en ligne. OK. Puis est-ce qu'il y a une référence, mettons, s'il y a des gens intéressés? Je vais le retrouver, mais je ne l'ai pas. OK. Et on a une question aussi du public. Mathieu demande, est-ce que le temps de rétention permet d'éviter les risques de création de zones de ponte de moustiques, même après de fortes pluies? Ben, c'est une bonne question. En fait, les biorétentions, normalement, sont faites pour gérer les eaux de pluie. Donc, un système de biorétention efficace
permet l'évacuation de l'eau, je pense, en 24-48 heures. Donc, quand ça s'assèche en 24-48 heures, ça limite beaucoup la reproduction des moustiques. Mais dans notre cas, vu que c'est des eaux d'arrosage, je suis pas sûr que le système permet l'évacuation en 24 heures, là, parce que le lendemain, il va y avoir d'autres arrosages. Donc, peut-être qu'il va y avoir, peut-être que ça va se transformer en nid moustique. Mais à voir. Une fois que les sols vont grandir, quand même, c'est ça. Ça va être temporaire, là, j'imagine. C'est ça, parce que les sols, c'est des végétaux qui transpirent énormément d'eau. En fait, c'est des plantes qui vivent normalement dans des milieux qui sont presque inondés. Là. Donc, ces milieux-là sont bons pour les sols. Puis c'est à voir après ça s'ils vont être capables de fournir en termes de transpiration. Puis c'est ça. On va continuer d'observer. Ouais. Donc, c'est ça. Comme on va passer à la dernière partie sur la phytorémédiation. C'est là qu'on va pouvoir toucher peut-être aux métaux lourds et autres questions du genre. Donc, je laisse la parole à Dominique, c'est ça? Oui. Allons-y. Il nous manque une présentation. Donc, on va parler de phytorémédiation. En fait, c'est quoi la phytorémédiation? C'est l'application des végétaux pour épurer un sol contaminé. Donc, les végétaux possèdent certaines aptitudes à épurer leur environnement, entre autres le sol. Ça peut être le cas pour l'eau, ça peut être le cas pour l'air. J'ai mis un petit astérix ici à épurer parce qu'évidemment, c'est pas leur job de base de faire ça, eux autres, les végétaux. Ils épurent leur environnement, mais c'est une conséquence, c'est un effet secondaire de juste leur activité biologique normale qui consiste à aller chercher des éléments dans leur environnement pour combler leurs besoins, par exemple, en minéraux. Mais les végétaux, ils ont quand même cet effet-là. D'autres, certains en plus que d'autres. Donc, les aptitudes des différentes espèces ne sont pas les mêmes. Ici, je vous ai mis des exemples. On sait que le saule, par exemple, est particulièrement efficace pour absorber deux métaux lourds en particulier, le zinc et le cadmium. Donc, une espèce peut être en mesure d'absorber certains éléments, certains contaminants de son environnement, mais pas d'autres. La fétuque, un graminé, ça va être plutôt ça va être un autre set de polluants. Et puis, la luzerne que j'ai utilisée aussi dans le cadre des travaux expérimentaux, ça va être d'autres éléments. Mais bref, l'idée de la phytorémédiation, c'est d'utiliser ces capacités-là qui sont propres aux différentes espèces végétales pour en faire des outils de décontamination du sol. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, c'est pas pour rien qu'on s'intéresse à ça, puisque à la manière des autres problématiques environnementales, celle de la contamination des sols, est assez importante. Les superficies identifiées de sols contaminés, n'importe où dans le monde, c'est des superficies assez importantes. Et puis, c'est seulement celles qu'on connaît, parce qu'il y en a probablement plein qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas répertoriées. Les opérations de décontamination qui sont associées à la gestion de ces sites-là, c'est encore une fois des montants qui sont assez exorbitants. Et puis, les sources de contamination sont nombreuses, les activités humaines sont nombreuses et la diversité des activités constitue autant de sources de contamination potentielles dans notre environnement. Bien que, en étant optimiste, ça tend à diminuer. Et puis finalement aussi, certains des sites se retrouvent légués, si on veut, à la société. Puis la gestion de ces sites-là, maintenant, nous incombe en tant que société. Donc voilà pour la problématique un peu assez importante.
Essentiellement, quand on parle de contamination des sols ou contamination en général, on se trouve à travailler avec deux types de contaminants. Il y a les contaminants qu'on dit organiques, c'est les composés donc organiques qui incluent les hydrocarbures, c'est peut-être un terme plus fréquemment utilisé. Donc, tout ce qui est les composés de synthèse qui proviennent de sous-produits pétroliers, par exemple, les essences, les BPC, tout ce qui est les molécules associées à l'utilisation des pesticides, par exemple, c'est des exemples de composés organiques. Et puis, d'un l'autre côté, on a des composés inorganiques qui constituent un autre groupe complètement différent de contaminants. Là-dedans, on inclut essentiellement les métaux lourds et puis certains isotopes radioactifs. Donc, c'est des éléments qu'on retrouve dans notre tableau périodique des éléments qui existent dans la nature et qui, à leur plus simple expression, ne peuvent pas être dégradés, puisque c'est des éléments simples, uniques, qui sont immuables, contrairement aux composés organiques qu'on a en haut, qui sont des composés de synthèse, qui, eux, peuvent être dégradés par l'activité biologique de différents organismes, dont les végétaux et les bactéries. La plupart du temps, lorsqu'on arrive sur un terrain contaminé et qu'on fait la caractérisation, on se retrouve avec un heureux mélange de différents composés avec lesquels il faut travailler. Et puis, évidemment, ça complexifie un peu les opérations, incluant le choix des végétaux qui vont être appropriés pour un site en particulier. Donc, je vous ai présenté les deux types de contaminants puisque la plante va interagir de manière différente avec ces types de contaminants. Là, comme je mentionnais, les composés inorganiques en bleu, eux, on ne peut pas les dégrader. On peut seulement les changer de place dans l'environnement. C'est d'ailleurs le cas pour les opérations de décontamination conventionnelles, à peu près juste l'excavation et aller décharger ça dans un autre site qui est possible pour gérer ce genre de composés-là. Donc, par rapport à ces éléments-là, la plante peut les absorber depuis son substrat, par exemple, ici en l'occurrence le sol ou l'eau souterraine, importer ça à l'intérieur de ses tissus. Ils peuvent rester à l'intérieur des tissus racinaires et dans certains cas, ils peuvent aussi voyager à travers la plante et se retrouver dans les parties aériennes. Donc, c'est un peu le voyage que peut faire un contaminant inorganique dans la plante. Et si on regarde les composés organiques maintenant, ces composés organiques-là, grâce à l'activité biologique qui est associée à la présence de la plante et donc à l'ensemble des micro-organismes qui évoluent autour du système racinaire, ces composés-là, qui sont en fait des chaînes de carbone, sont capables d'être utilisés par les micro-organismes comme source d'énergie ou bien sont tout simplement dégradés par l'action normale, conventionnelle des micro-organismes qui sont là puis qui mènent leur vie normale. Donc, ces composés-là peuvent être dégradés directement sur place dans le sol. Ils peuvent aussi être importés à l'intérieur des tissus racinaires et ou tissus aériens. Ils peuvent être entreposés dans certains des tissus ou dégradés une fois arrivés dans ces endroits-là. Et dans certains cas plus rares, certains composés organiques peuvent faire le voyage complet au travers de la plante, se retrouver jusqu'en haut, tout en haut, où là, on va être dans un cas de phytovolatilisation où les molécules vont passer dans l'air et s'envoler. Donc, c'est un peu les différents types, les différents mécanismes qui sont possibles en phytoremédiation. Évidemment, il y a des avantages et des limites, comme n'importe quelle phytotechnologie, relativement économique, puisque là, on parle de traitements sur place qui minimisent les travaux d'excavation et de transport de matériel, de gros volumes de sol. Relativement versatile, puisque en utilisant potentiellement un amalgame d'espèces, on est capable de faire face à une contamination qui est assez variée. Socialement acceptable, c'est assez bien vu, donc utiliser les végétaux en général pour ce genre de travaux-là, durable en termes de
si on veut, de bilan carbone, les services écosystémiques qui viennent avec, donc de végétalisation, de protection du sol, d'hébergement des espèces, c'est associé à la phytoremédiation, biodiversité aussi, conservation de la structure des sols, comparé à des opérations d'extraction ou d'excavation conventionnelle, on est vraiment dans un autre monde. Donc, au niveau de cette propriété-là, c'est un des avantages de la phytoremédiation. Évidemment, ça peut être considéré comme relativement joli d'avoir un grand site complètement végétalisé versus une friche industrielle à nu ou excavée. Évidemment, il y a des limites, comme je le mentionnais. Ça prend du temps. Ça fonctionne à vitesse plante, à vitesse arbre. Un arbre, ça ne pousse pas vite. Donc, il faut être prêt à consacrer des années, des décennies, voire plus, en fonction du taux de contamination. Par rapport au taux de contamination, il y a certaines concentrations qui peuvent être juste carrément trop fortes, qui ne permettent pas aux végétaux de s'implanter et de faire leur travail. Donc, il y a une limite au niveau des concentrations. Il y a un contact nécessaire avec les racines, effectivement. Donc, la profondeur d'action des dispositifs de phytoremédiation est limitée à la profondeur à laquelle les racines peuvent se rendre. Là où les plantes ne se rendent pas, mais il n'y a évidemment pas d'effet de la plante sur les contaminants du sol. La biodisponibilité des contaminants, les différents contaminants peuvent se présenter sous différentes formes chimiques. Certaines formes chimiques vont être plus facilement absorbables par la plante, d'autres non. Donc, il y a un enjeu au niveau de la chimie des contaminants dans le sol. Ça prend de l'espace, effectivement. On ne peut pas empiler les sols contaminés dans une grosse pile ou les mettre dans un trou. Donc, il faut étendre le dispositif végétal sur l'ensemble de la superficie du site. Donc, ça prend de l'espace dans ce sens-là. Les risques de contamination de la chaîne alimentaire, c'est peut-être une des questions qui vous venait en tête tranquillement quand je vous parlais d'absorption des contaminants dans les tissus végétaux, végétales. Donc, ces tissus-là, ils pourraient servir de source d'alimentation pour des insectes ou des animaux. Donc, il y a cette question-là qui est pertinente d'être posée. Efficacité variable, donc, c'est pas pour rien que la phytoremédiation, on n'en voit pas tant que ça, puis que c'est encore au stade essentiellement expérimental. C'est parce qu'il y a encore beaucoup de questions qui sont pas résolues et il y a beaucoup de points sur lesquels on essaye encore d'aller augmenter l'efficacité des dispositifs. Et il y a des défis réglementaires, effectivement. Lorsque des appels de projet du ministère de l'Environnement pour décontaminer un sol, les techniques qui sont admissibles pour ce genre de projet-là n'incluent pas la phytoremédiation. Donc, c'est pas des techniques qui peuvent être utilisées dans un cadre où le projet est, par exemple, financé par un ministère, malheureusement. Donc, voilà un peu pour le tour d'horizon. Comme je vous mentionnais, c'est encore beaucoup à l'étape expérimentale. Donc, les exercices de phytoremédiation, ça ressemble souvent à ça. Donc, c'est des parcelles expérimentales où on essaye différentes choses, différentes combinaisons, différentes espèces. Par contre, à droite, ça, c'est un parc de l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve, qui est le parc Mont-Sabré, où là, c'est un ancien jardin communautaire qui avait été fermé à une certaine époque puisqu'on avait trouvé certains niveaux de contamination dans le sol. Par contre, les niveaux de contaminants étaient vraiment très faibles. Là. On ne parlait pas de friche industrielle ou quoi que ce soit du genre. C'est vraiment des choses très faibles. Donc, il y a un dispositif qui a été installé là-dessus. Puis, après 3 ans, les relevés de sol qu'on a faits démontraient que les niveaux avaient été descendus à des niveaux qui étaient acceptables pour les usages les moins permissifs, donc les usages résidentiels et récréatifs. Donc, c'est quand même le genre de situation où la contamination du sol est plutôt faible, où la phytoremédiation est appropriée. Dans l'est de la ville de Montréal, c'est probablement un des plus grands dispositifs qu'il y a encore au Québec en termes de phytoremédiation. Donc, la ville de Montréal a financé un projet en association avec Espace pour la vie. Une participation aussi de la Fédération canadienne des municipalités, donc des superficies assez étendues cette fois-ci. Encore là, il y a différentes
approches qui sont testées. Donc, on parle encore de parcelles expérimentales, mais les superficies qui sont couvertes par ces dispositifs-là commencent à être vraiment plus importantes et on s'approche de plus en plus d'une opérationnalisation là, en termes de phytoremédiation. Et finalement, il y a un autre volet, si on veut, qui est développé actuellement, entre autres par une entreprise ici au nord de Montréal, qui est Ramea Phytotechnologies. Donc, on utilise maintenant des plantations de sol qu'on irrigue mais avec une eau contaminée cette fois-ci. Donc, un peu de la même façon, l'eau contaminée qu'on amène sur un site va être absorbée et traitée par les dispositifs végétaux. C'est souvent ces champs-là de sol qui sont conçus pour ça. Il y a tout un dispositif pour récolter les eaux d'écoulement qui pourraient sortir du site sans être captées par les plantes. Donc, c'est des choses qui sont assez bien conçues et plutôt fiables. Et donc, encore une fois, on s'approche d'avoir des dispositifs végétaux pour traiter des contaminants qui sont assez intéressants et qui sont en train de passer au stade opérationnel et de sortir de seulement l'expérimentation. Donc, je vais passer rapidement. Qu'est-ce que tu dis? Je disais, vas-y, Maxime. Ah, OK. Je vais passer au mot de la fin, faire la conclusion. Donc, si jamais il y en a qui sont intéressés d'en apprendre davantage, il y a différentes fiches techniques qui existent, qui ont été faites par la Société québécoise de phytotechnologie, qui est un autre organisme à but non lucratif qui fait la promotion des phytotechnologies. Sinon, il y a la Fondation David Suzuki, qui, dans les dernières années, a publié plusieurs études sur le rôle des infrastructures naturelles et des phytotechnologies. Donc, c'est des études qui se veulent utiles pour les décideurs de la ville de Montréal ou pour les décideurs du Québec. Enfin, il y a plusieurs études, dont la fin du gazon, le rôle des infrastructures naturelles dans la prévention des inondations dans la communauté métropolitaine de Montréal, quel avenir pour les phytotechnologies au Québec, 1% pour les infrastructures naturelles et les phytotechnologies. Un document quand même intéressant parce que ça propose un peu, si on peut faire le parallèle avec le 1% pour les arts. Donc, c'est le 1% pour les phytotechnologies, donc dans tous les grands projets municipaux ou publics, en fait, il faudrait qu'il y ait 1% minimum, plus, qui est alloué pour l'implantation de phytotechnologies. Sinon, il y a le parcours des phytotechnologies au Jardin botanique de Montréal qui est actuellement en construction, mais je pense qu'il y a quand même certains points qui ont été finalisés cette année. Donc, il va y avoir les îlots de fraîcheur, il y avait marais filtrants, murs végétalisés, toits verts, stabilisation des pentes, phytoremédiation. Donc, il y a beaucoup d'informations qui permettent de partager les connaissances en lien avec les phytotechnologies, mais il y a un petit peu moins d'exemples concrets sur le terrain là, qu'on peut aller observer de nos yeux. Mais il faut connaître, c'est difficile de vendre les phytotechnologies sans connaître la valeur monétaire des services écosystémiques attribuables en milieu urbain. Donc, il y a des différentes études qui se penchent là-dessus justement pour essayer de vendre ces technologies-là aux décideurs pour pouvoir les appliquer. Ça prend quand même une volonté politique pour harmoniser le cadre réglementaire ou législatif avec la mise en place de ces phytotechnologies-là, parce que des fois, il peut y avoir une volonté politique, mais
tout l'encadrement législatif empêche la mise en place de certains projets. Puis, il y a quand même un intérêt qui commence à se faire sentir par les décideurs. Donc, à titre de ville membre du C40, Montréal s'est engagé à mettre en place toutes les actions nécessaires pour rendre la métropole résiliente et carboneutre d'ici 2050. Donc, il y a un comité de coordination qui a été créé pour faire un plan climat, donc qui devait être publié cette année. Donc, je ne sais pas avec la situation actuelle si la publication va prendre du retard, mais quand même, j'espère qu'il va y avoir un volet phytotechnologie, infrastructure naturelle là-dedans. Il y a aussi le plan Canopé, qui est intéressant de mentionner, qui visait à passer de l'indice de Canopé de 20% à 25% d'ici 2025 à Montréal. Puis, le mot de la fin, ben, c'est en dehors de tous les bénéfices environnementaux liés aux phytotechnologies et aux infrastructures naturelles, ben, de donner l'accès au public à plus d'espaces verts, ça a quand même des impacts positifs sur la santé physique, la santé mentale. Puis ça rend les gens plus heureux, puis en meilleure santé que de vivre juste dans une atmosphère plus minéralisée, disons. Alors voilà. Oui, merci. En effet, tout le monde qui côtoie les projets éphémères parle du fait que ça fait du bien d'être entouré de verdure et de nature. Donc, je vous remercie beaucoup. Je me demande si on a des questions. Non, moi, j'aurais une question, en fait, par rapport à... tu as parlé, Dominique, qu'on se questionne à savoir si les animaux qui mangent les végétaux utilisés pour la phytoremédiation, bon, c'est quoi les impacts? Au-delà des animaux, qu'est-ce qu'on fait avec cette biomasse qui est contaminée? Ah oui, c'est une bonne. Oui, mon son est là. C'est une bonne question. En fait, idéalement, ce qu'on pourrait faire avec une biomasse contaminée, par exemple, avec des métaux, faire les... On dirait que la connexion Internet a un problème. On a perdu Dominique. Oui. Maxime, est-ce que tu es... Ouais. Ben, je peux... Une manière de les récupérer, ça serait de les brûler, dans le fond, la combustion, d'utiliser cette biomasse-là pour en faire de la chaleur, comme de l'énergie produite aux biomasses, puis de récupérer les métaux-là sous forme de cendres, dans le fond, dans les cendres. À ce moment-là, on les aurait concentrés, puis peut-être qu'on pourrait les valoriser. Mais bref, ça, c'est des techniques qui ne sont pas encore développées parce que la phytoremédiation, il ne s'en fait pas énormément. Donc, les volumes de biomasse contaminée ne sont pas importants, ce qui ne justifie pas de faire de la recherche pour valoriser cette biomasse contaminée-là. Donc, il y a des idées, il y aurait des options, mais ne sont pas encore développées. OK. Il faut qu'il y ait plus de projets qui se mettent en place. Ça serait une avenue pour développer la suite, oui, effectivement. Okay. On a une question du public. Diana demande pourquoi ne pas utiliser certaines plantes aquatiques pour purifier les eaux contaminées au lieu d'irriguer les sols et ainsi contaminer le sol. Il y a la jacinthe d'eau et beaucoup d'autres. Oui, effectivement, c'est une idée. Par exemple, je suis probablement, sans connaître les capacités de la jacinthe d'eau, je serais déjà persuadé qu'elle ne serait pas capable d'offrir un rendement équivalent à celui du saule. Le saule, c'est vraiment une espèce championne qui pousse énormément vite, qui fait énormément de biomasse. Ça veut dire qu'elle va absorber énormément d'eau.
et donc traiter un volume d'eau plus important. Puis aussi, c'est au niveau, comme je le mentionnais, au niveau de la stabilisation des pentes, travailler avec les sols, c'est extrêmement pratique, c'est robuste, c'est flexible, c'est périn, donc ça survit aux hivers facilement. Donc, il y a tellement d'avantages associés à cette espèce-là que c'est pour ça qu'on finit par se retourner souvent vers elle. OK. Et pour les insectes et pollinisateurs? Si on s'inquiète de la contamination, c'est une bonne question. Je pense que ma collègue en avait parlé sur le webinaire aussi sur le jardinage en ville et des risques de contamination. Les concentrations qui voyagent d'un compartiment environnemental à un autre, dans ce cas-ci, on partirait du sol vers une plante, vers une troisième organisme, par exemple un insecte. Les concentrations ils diminuent à chaque fois, sont un peu, un organisme ne peut pas concentrer autant à l'intérieur de ses tissus que ce qui se trouve dans son environnement. Donc, il y a une diminution de la concentration dans l'organisme en bout de chaîne. Par contre, ça peut quand même causer des dommages. Puis ça, on le sait pas, mais au niveau de mon impression et de ce que j'ai pu observer, c'est que le niveau de contamination qu'on observe dans les parties aériennes qui sont susceptibles d'être mangées par exemple, des insectes est tellement faible que les risques associés à cette consommation-là pour un autre organisme sont probablement assez faibles aussi. Mais c'est des questions qui se posent, auxquelles on n'a pas toutes les réponses. Merci. On a un commentaire. La jacinthe d'eau est invasive de mémoire, le saule non. Voilà. En épuration de l'eau ou en marais filtrant, il y a beaucoup de travaux qui sont faits avec le phragmite. Le phragmite invasif, c'est pas pour rien qu'il est invasif, il pousse vite, il s'étend partout. Ça fait aussi en sorte qu'il est extrêmement efficace pour traiter l'eau, il en traite beaucoup, mais il y a des enjeux associés à son utilisation. Évidemment, avec le saule, il y a des espèces, celles qu'on utilise, c'est souvent des variétés qui ont été développées pour faire de la biomasse, mais ça reste des espèces qui ont été développées, donc des hybrides qui ont été développés à partir des espèces indigènes, donc on n'a pas de problématique un peu d'envahissement avec celle-là. Si je peux me permettre, juste pour revenir sur la question, là, pourquoi pas utiliser des plantes aquatiques plutôt que des saules? Ben, en fait, c'est que quand on utilise un système comme ça pour irriguer des saules, ben, c'est un système à zéro effluent. C'est quand on utilise un terrain qui est à la base souvent déjà contaminé, puis on l'arrose avec une eau contaminée. Puis cette eau-là contaminée les contaminants de cette eau-là restent dans le système, puis l'eau fait juste s'évaporer par les saules. Donc, ça permet de concentrer les contaminants à l'intérieur d'un petit espace. Puis c'est quoi l'avantage de concentrer les contaminants? Bien, ça fait moins de sol à gérer par après. OK. Ouais. Bon. Et soit dit en passant, c'est ce qu'on fait en gestion conventionnelle des sols contaminés, c'est pas nécessairement très mieux. On les excave, on les met ailleurs. Des fois, on réussit à en traiter lorsqu'on a certains contaminants organiques, mais on fait souvent juste les changer de place. Donc, si on voulait investir dans le futur, on pourrait planter c'est ça. On pourrait commencer à faire de la phytorémédiation maintenant pour un site qu'on voudrait utiliser dans 10-20 ans, par exemple. Puis voir en fait, ou plus. Ou plus. Mais tout dépendamment du type de contaminant qu'il y a en place et du type de sol. Ouais. Okay. Tant de questions, mais tant de possibilités. Raphaël nous dit le salix intérieur indigène pour la stabilisation en berge et le salix biminalis exotique pour le biomasse. Voilà pour les suggestions de variétés. Merci. Donc, en fait, c'est un sujet vaste qui suscite beaucoup d'intérêt, puis merci beaucoup d'avoir eu la générosité de venir nous en parler ce soir. Il est déjà 20h41. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir... en fait, c'est ça, on a gardé le meilleur pour la fin, hein, d'avoir terminé la saison avec nous. Ah oui, c'est le dernier. C'est le dernier des mercredis découvertes ce soir.
Donc, Maxime et Dominique, je vous remercie beaucoup. À la maison, merci d'avoir été avec nous cette saison. J'en profite pour remercier toutes et tous les conférenciers, conférencières qui ont participé cette saison avec nous. Donc, le prochain événement qui va être diffusé gratuitement en ligne dans le contexte du Campus 1000, ce sera le 30e symposium des sciences biologiques des étudiants de l'Université de Montréal, qui aura lieu en novembre. Donc, la date n'est pas encore dévoilée, mais vous pouvez suivre les informations sur la page Facebook du Campus 1000. Donc, encore une fois, merci d'avoir partagé ces mercredis découvertes avec nous et toute l'équipe vous souhaite un bel automne. Au revoir.